métiers. Aujourd'hui, on va parler de deux métiers du secteur du numérique. On espère que vous allez nous poser plein de questions et Juliette et Francine sont là pour ça. On va passer 1 heure ensemble avant la pause goûter. Du coup, aujourd'hui, je vais quand même vous représenter stagedécouverte.fr. Donc, nous, on est la plateforme Stage Découverte. Donc, c'est une plateforme qui vous permet de vous mettre en relation avec des professionnels, notamment si vous voulez réaliser des immersions en entreprise. Donc, sur notre plateforme, vous pouvez retrouver plein de pros sur toute la France qui seraient ravis de vous accueillir en stage pour une durée d'1 semaine, voire plus. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Et en plus de ça, mais vous le savez déjà, on organise donc des live métiers comme aujourd'hui. Donc, on a 1 heure ensemble pour échanger sur aujourd'hui, non pas un, mais 2 métiers. On a de la chance, ça va être un échange très riche. Et donc, aujourd'hui, en fait, on va avoir le témoignage de Juliette et Francine qui travaillent chez la société Finastra et qui vont nous en dire plus sur leur métier et sur leur quotidien. Donc, moi, je suis Gwendoline, donc je vais animer ces échanges et je vais poser des questions à Juliette et Francine. Et on a aussi Mathéo avec nous. Mathéo? Oui, alors bonjour à tous. Alors moi c'est Mathéo et je vais m'occuper de tout ce qui est chat, c'est-à-dire que toutes les questions que vous allez poser, je m'occuperai de les poser à Juliette et à Francine. Merci Mathéo. Et du coup, bonjour Francine, bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour. Du coup, je ne vais pas être plus longue, moi de mon côté, je vais tout de suite vous laisser la parole pour que vous nous présentiez votre métier. Donc, je vais partager votre présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran, tout le monde? Oui. Super. Donc, je vais laisser la parole à Juliette, donc, qui est UX designer. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce terme. Et Francine, donc software engineer. Je parle très mal anglais, comme tu peux le voir. Tu le prononceras sûrement beaucoup mieux que moi. Donc, ingénieur en développement informatique, si je traduis en français. Du coup, je crois que vous aviez une petite question à poser aux élèves pour commencer. C'est bien ça? Ouais. Donc, du coup, à leur avis, quel métier doit-on faire pour pouvoir créer une application? Est-ce que c'est A, UX designer ou B, développeur? Du coup, vous pouvez répondre directement dans le chat. On vous laisse quelques instants pour répondre. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez une idée? Alors, on a Honoré qui nous dit qu'il faut un métier de développeur pour pouvoir créer une application. Elles vont nous répondre tout de suite pour nous dire si c'est bien le cas. Est-ce que d'autres personnes qu'Honoré ont une idée? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec lui? N'hésitez pas à commenter. J'ai vu qu'il y avait Chloé notamment qui était parmi nous. Chloé, si tu as une idée, c'est à toi de jouer. Chloé nous a répondu Valentin justement. aussi. Ah, Chloé, elle a répondu B aussi. B aussi, d'accord. Du coup, Juliette, Francine, est-ce que c'est la bonne réponse? Eh bien, oui et non. Ah. Puisque la bonne réponse, c'est les deux. Voilà. On a besoin des deux métiers pour créer une application et c'est justement ce qu'on va vous expliquer là lors de cet échange. Voilà. Vous avez vu, on n'est pas sympa dès le début, on commence par un petit piège. Mais c'était justement pour vous montrer en fait qu'il y avait une logique à ce qu'on présente ces deux métiers en même temps. Elles travaillent en fait ensemble, Juliette et Francine, et elles ont besoin de travailler ensemble pour pouvoir développer ces applications. Et du coup, justement, Juliette, c'est peut-être ton métier qu'on imagine moins être au cœur des métiers du numérique. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est un UX designer? Oui, alors en fait, moi je suis UX designer. Donc UX, ça veut dire User Experience en anglais et donc expérience utilisateur
en français. Donc, ce n'est pas designer au sens large de designer tout et n'importe quoi, une table ou peu importe. C'est vraiment spécialisé dans le digital. Et de ce fait, je vais créer des applications mobiles, des sites web. Donc là, je vous ai mis un exemple que j'ai fait qui, je pense, peut vous parler un peu plus que ce que je fais actuellement. Voilà, j'ai créé le site de My Little Box. Donc là, en fait, il s'agit de comprendre les besoins de l'utilisateur et d'adapter tout ce qui est architecture des pages, contenu, photos, style des pages, couleurs. Voilà, ça va être à la fois tout ce qui est graphique et visuel et aussi tout ce qui relève de l'expérience achat, par exemple, pour ce site, pour que ce soit au plus simple, donc en très peu d'étapes, par exemple. Donc voilà, savoir réfléchir au fait que il faut qu'ils donnent toutes leurs informations personnelles, qu'ils puissent s'abonner à une newsletter, etc. Enfin voilà, ça va être tout ce genre de questionnement. Et voilà, du coup, ça, c'est ma partie. Et ensuite, le développeur aide à créer cette application. On travaille ensemble. Mais je vais laisser Francine expliquer ça. Peut-être, Juliette, ouais, pour préciser, c'est vrai que là-dessus, quand on parle d'expérience utilisateur, c'est l'idée en fait que ce soit le plus simple possible, c'est ça d'utilisation, parce qu'il y a des sites qui sont plus ou moins faciles, où on se repère facilement, donc c'est grâce à toi qu'on ne se perd pas dans un site ou dans une appli, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment un métier à part entière. Il y a plusieurs formes de design, de graphisme, mais l'expérience utilisateur, c'est vraiment centré sur vraiment l'expérience qu'on va avoir et exactement pour que ce soit au plus simple et au plus intuitif. Donc que les personnes, voilà, il n'y ait pas besoin de chercher où sont les boutons, où sont les interactions, que ce soit vraiment très clair en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent, ça, non, que les sites internet soient intuitifs. Donc Voilà, c'est toi qui te cache derrière ce mot, du coup. Donc simplifier la vie des internautes. c'est ça. Super. Donc toi, tu es la première étape, en fait, c'est ça pour créer cette application, qu'elle soit simple d'utilisation. Et derrière, on va retrouver Francine ensuite, qui va intervenir en relais. Oui, alors en relais, oui et non, parce qu'en réalité, même dans tout ce qui est études de besoin, en général, il y a plusieurs profils qui interviennent et souvent, on travaille directement aussi les développeurs et les designers et parfois d'autres personnes spécialisées avec les utilisateurs pour savoir quels sont réellement les besoins. Ok. Donc du coup, développeur, c'est un autre terme pour software engineer qui était un peu plus générique. Donc, c'est quoi? C'est faire de la programmation en utilisant des langages informatiques. Donc, des langages en informatique, il y en a vraiment beaucoup. Et ça nous permet d'écrire en réalité des instructions qui vont être comprises par la machine pour exécuter des actions qu'on a envie de faire. Et ensuite, tout ça, ça va permettre de réaliser une application. Donc, quand on est développeur, c'est non seulement d'implémenter ce qui a été conceptualisé en amont par le designer, mais aussi prendre en compte toutes les contraintes techniques qu'on peut avoir parfois par rapport aux bases de données, l'architecture, etc. Et quand on est développeur aussi, on s'assure donc de répondre aux besoins des utilisateurs qu'on a recueillis au départ, mais aussi aux personnes qui vont réutiliser le code qu'on aura développé. Ok. Du coup, ouais, c'est vrai que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a impressionnée. J'ai l'impression que c'est de la magie ce que tu fais, de passer de cet écran noir à un site internet derrière. C'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'au final, comme tu dis, c'est un langage, c'est de l'informatique, mais en fait, c'est que tu apprends des nouvelles langues en permanence. Et d'ailleurs, là, les deux écrans que j'ai mis au-dessus de l'écran noir, c'est des choses qu'on utilise beaucoup en tant que développeur parce qu'il y a une grande communauté de développeurs sur Internet. Et donc, on réutilise beaucoup aussi, on ne réinvente pas tout, on réutilise beaucoup des librairies qui ont déjà été implémentées par d'autres développeurs. Et aussi, on va aussi poser nos questions ou relire des questions que d'autres développeurs ont déjà eues pour pouvoir répondre à des questionnements qu'on peut avoir.
Ça doit bien aider au quotidien de pouvoir bénéficier de l'appui de cette communauté. Et puis, du coup, c'est intéressant dès le début de voir que tu travailles avec des gens qui sont de partout dans le monde, je suppose, via cette communauté. Donc, ce n'est pas vraiment des collègues, là, c'est des gens que tu ne connais pas du tout, mais avec qui tu échanges par Internet, en fait, sur tes missions. Ouais, ça peut arriver. C'est top. Très bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je suppose que on a souvent beaucoup de bénévoles, j'ai l'impression, dans ces métiers de développeurs. La semaine dernière, on fêtait les 20 ans de Wikipédia, si je ne me trompe pas, où il y a beaucoup de développeurs qui ont l'air d'être impliqués dans son développement. Oui, il y en a beaucoup qui font pareil, beaucoup de code réutilisable. On appelle ça de l'open source. Donc, c'est vraiment faire une contribution qui est ouverte à la réutilisation par tout le monde. Et c'est très courant pour les développeurs de le faire. Super. Donc, ouais, open source, ça veut dire disponible pour tout le monde, hein, c'est bien ça. Et c'est vrai que pour les plus jeunes d'entre nous qui sont connectés au live, c'était quand même une des ambitions d'Internet, en plus à la base, ça, de donner un contenu libre de droit, accessible à plein de monde. Donc les développeurs, en fait, sont dans cette philosophie-là aussi, sur cette logique open source. Exactement. Et d'ailleurs, dans les entreprises, nous, dans l'entreprise, par exemple, on a tendance aussi à aller davantage vers de l'open source, même si on fait un développement pour Finastra. On a aussi envie de fournir des outils qui pourront être réutilisés par d'autres développeurs par la suite. Super. Du coup, pour moi, c'était très clair cette première présentation. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser parce que peut-être qu'il y a certaines choses que j'ai compris qui n'étaient pas claires pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Mathéo se fera un plaisir de remonter vos questions à Francine et Juliette. En attendant d'avoir vos premières questions, on va passer à une autre étape. On voulait vous demander justement faire une idée de comment se passe une journée type sur vos métiers. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que ça existe aussi une journée type pour vous, quoi? Yes. Du coup, en fait, on a mis notre journée en commun. Donc, voilà, je vais faire, on va dire, la première partie et Francine la deuxième. Super. Mais, même si nos métiers sont différents, on partage un peu le même emploi du temps, puisque voilà, on commence la journée par des lectures de mails, voir quelles sont les nouvelles, etc. On a des réunions du matin qu'on a toutes les deux avec nos équipes respectives. Donc moi avec mon équipe design et elle avec son équipe de développement. Et voilà, c'est des réunions qui sont censées durer une demi-heure où chacun dit ce qu'il a fait la veille, ce qu'il va faire le jour même. Voilà, pour que tout le monde soit au courant, que ça reste vivant et qu'on ne se perde pas dans nos missions. Et ensuite, tu arrives très vite, puisqu'on ne commence pas super tôt, l'heure du déjeuner. Oui, c'est ce que tu mettais dans le slide, c'est que vous commencez que à 10h en fait chez Finastra. Ouais. En fait, c'est pas chez Finastra, c'est particulièrement dans notre équipe parce qu'on a peu de pères et mères de famille. Donc, nous, on a tendance à commencer plus tard et finir plus tard, mais dans d'autres équipes, ils commencent tôt et ils finissent plus tôt. Mais en réalité, chacun peut faire les horaires qu'il veut et en particulier depuis la Covid, où tout le monde travaille chez soi, en réalité, on peut s'adapter et travailler. Ouais. Ouais, il faut savoir que c'est des métiers en général où on peut moduler ses horaires, quoi. C'est un des points positifs, en tout cas en tant que designer, peu importe où j'ai travaillé, enfin pas la peine d'arriver à 8h, quoi. Jamais ça m'est arrivé ça. Oui, il n'y a pas une logique de présentéisme, du coup de pression à être là, être le premier à arriver dans l'entreprise. Oui, voilà, ça dépend des entreprises après, mais voilà. Et du coup, après, Francine, petite question là-dessus. C'est vrai que par rapport à ces horaires-là, je suppose que c'est aussi une logique où vous n'êtes pas forcément sur des horaires très précis, comme certaines personnes peuvent avoir de 9h30 à 17h30 par exemple, mais c'est peut-être plus une logique de mission que vous devez accomplir sur l'année ou sur le mois.
Alors déjà, on est cadre. Donc quand on est cadre, en fait, on n'a pas un forfait horaire. Donc on ne doit pas pointer le matin, pointer le soir. On a un forfait de jours à faire sur l'année. Donc on travaille à la journée. Et ensuite, effectivement, quand on travaille sur les journées, on s'assure de bien. Après, nous, on n'aura jamais fini notre tâche parce qu'il y a toujours des choses à faire ensuite. Mais effectivement, si par exemple, j'ai rendez-vous chez le médecin le matin, je peux y aller et rattraper un peu plus tard en soirée, quoi. Oui, et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont un forfait où ils doivent bosser 35 heures ou 40 heures dans la semaine avec des RTT, donc c'est des jours de congé en plus. Et les cadres, c'est un régime à part où ouais, vous n'avez pas forcément d'horaire dans la journée. C'est ça. Alors par contre, je sais qu'il y a quelques temps, ils ont fait des nouvelles réglementations pour que justement les gens ne travaillent pas entre certaines heures parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de monde qui se connectait la nuit et pour le Ah oui. bien-être des employés, ils ont fait en sorte que certaines personnes ne puissent pas se connecter vraiment dans certains horaires, 4 heures du matin par exemple. Oui, c'est vrai Donc, que ça peut être le risque, notamment avec le télétravail, de bien réussir à distinguer la vie personnelle et la vie professionnelle, vu que bah, le professionnel arrive au domicile. mm, C'est ça. Mais dans tous les cas, tant que le travail est fait, on gère nous-mêmes en fait notre emploi du temps. Voilà. Parfait, très bien. Du coup, ouais, c'est ça. Donc, on était sur votre matinée, donc avec cette réunion tous les jours avec votre équipe, la lecture de tous les mails reçus sur la journée, et on arrive déjà à la pause déjeuner, c'est ça? plus ou moins, ouais. Ouais, Et moi, avec des petites questions qui se glissent là-dedans, quoi. vas-y, Francine, je te laisse Et dire. du coup, ce qu'on a mis, alors c'est les journées type, on n'en a pas réellement tout le temps, mais ce qu'on a mis, c'est qu'on a aussi des réunions. Donc souvent, on fait des réunions soit de synchronisation entre les différents profils, donc des fois avec les designers, des fois avec d'autres personnes, soit des fois des réunions de l'entreprise complètement qui parlent à l'ensemble des salariés. Ou, voilà, donc ça arrive très souvent d'avoir des réunions. Ensuite, ce qui est travail sur les tâches individuelles, c'est quand moi, je vais me mettre vraiment à pouvoir avancer sur mon travail individuel, donc faire du dev. Et pour Juliette, ça sera faire du design. Et ce qu'on a mis entre-temps, c'est la tâche de support qui est en fait d'aider des personnes qui vont réutiliser des choses qu'on a faites. Donc, il y a parfois, vu que tout ce qu'on fait est à destination à être réutilisé par d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui peuvent venir nous voir pour nous dire, ah bah tiens, ça, comment ça fonctionne, ou j'ai un problème sur telle application, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de fixer, c'est-à-dire de réparer un bug. Un bug, ça se comprend, non? Ouais, un bug, je pense que tout le monde Ok, comprend, hein. il y a un bug, j'ai besoin d'une solution pour ça, comment je peux faire? Et donc, du coup, cette tâche de support, elle est aussi quotidienne et on peut pas la prévoir. Super. Oui, parce que c'est des demandes qui arrivent un peu au fil de l'eau dans la journée. Donc, en C'est fait, c'est ça, il y a une partie, on va dire, développement de nouveaux projets. Et après, vous devez aussi assurer, en fait, le service après-vente, on va dire, c'est ça, des exactement. produits que vous avez développés. C'est ça. Et donc, du coup, finalement, dans la journée, on passe pas tant de temps que ça à être exactement que sur nos tâches. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un des grands enjeux dans beaucoup, beaucoup de métiers, de réussir à se bloquer des créneaux horaires où on est vraiment sur le fond de ses tâches, de ne pas recevoir de mails, d'appels à ce moment-là. Et c'est souvent très compliqué de réussir à avoir des vraies heures dédiées là-dessus pour avancer de manière efficace. Donc, ce sera un gros challenge pour vous aussi qui êtes connectés de réussir à faire ça. Mais je pense que vous avez aussi le souci qui se pose quand vous travaillez et révisez vos cours, de ne pas se laisser avoir pour aller sur Instagram ou Facebook, checker les messages des copains. Donc, c'est un enjeu, une compétence à travailler pour l'avenir, pour votre métier aussi. Du coup, bah maintenant qu'on y voit un peu plus clair sur déjà c'est quoi au global votre métier et comment se déroule une journée type, on voulait revenir un petit peu en arrière
vous replonger dans votre vous de troisième, parce qu'on a quand même beaucoup d'élèves de la troisième et seconde qui sont connectés avec nous, et savoir un peu, en fait, c'était quoi votre rêve quand vous étiez petite? Est-ce que toi, Juliette, tu as toujours voulu être UX designer et toi, Francine, toujours voulu être développeuse? Donc, peut-être je vais commencer par poser la question à Juliette. Ok. Oui, du coup, non, j'ai pas toujours voulu être UX designer. C'est venu assez tardivement, vraiment ce que je souhaitais faire plus tard. C'est venu à vos âges, en seconde, je dirais. Notamment parce que j'ai vu le film 99 francs, donc je ne sais pas si vous connaissez, il commence à dater. C'est vrai. Et, On vieillit. ouais, on vieillit. Mais voilà, en gros, ça montre la vie d'un publicitaire à Paris, voilà, et donc ça donne vraiment tous les gros clichés sur la publicité, de création de pubs à la télé ou sur les panneaux d'affichage, etc. Et je me suis dit que c'était vraiment un métier très cool puisqu'il y avait un peu de créativité. Notre travail était vu par tout le monde. Enfin, voilà, c'était vu dans le pays entier, voire le monde entier. Donc, il y avait une visibilité sans être non plus son nom gravé dessus. Enfin, voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Donc, je me suis vraiment passionnée pour ce métier. Super. Et finalement, aujourd'hui, je suis pas vraiment dans la publicité. Je suis toujours dans la création, on va dire. Oui, il y Mais a quand même du lien un petit peu, je trouve, entre les deux, oui, même oui, si oui. c'est pas exactement la même chose. Il y a du lien parce qu'en cours de route pendant mes études, je me suis rendu compte que c'était pas un milieu finalement qui m'attirait et que j'aimais. Donc voilà, je me suis réorientée et j'ai fait aussi un choix stratégique où j'ai voulu aller vers des métiers qui sont ouverts en fait, où il y a de l'emploi tout simplement. Donc le digital, ça marche très bien, toujours et encore. C'est Ouais. les métiers de l'avenir, comme on dit tout le temps. Donc, en tant que designer, voilà, je me suis dit que c'était la meilleure solution aussi pour être sûre de ne pas galérer plus tard, quoi, aussi. C'est vrai que c'est des métiers qui sont souvent très, très recherchés. Dans une situation où il y a plus de chômage qu'avant, c'est des métiers où là, par contre, quand on sort de ses études, généralement, on ne met pas très, très longtemps à chercher. On peut même être démarché par des entreprises sur les métiers du numérique. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai jamais mis trop de temps, même quand j'ai changé de métier, enfin de job. Non, j'ai jamais mis trop de temps à retrouver. Ouais, c'est le point positif aussi des métiers du digital. Mm. Ouais, c'est sûr. Et tu gardes quand même un aspect créatif, donc je suppose que ton toi de seconde ne serait pas trop déçu du métier que tu fais actuellement. Non, ça va. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ça parce qu'en réalité, on envisage des métiers, on a des rêves autour de ça et la réalité, quand on teste justement via des stages ou sur ses premières expériences professionnelles, on se rend compte que ça colle pas toujours exactement à ce qu'on avait envisagé. Donc, c'est toujours bien de voir qu'on peut changer de voie et se réorienter en cours de route. Merci beaucoup, Juliette. Et du coup, de ton côté, Francine, c'était quoi ton rêve? Alors, ça peut paraître un peu étrange comme ça, mais j'avais pas de rêve de métier en réalité. J'avais pas un métier précis que je voulais faire. Par contre, je me disais toujours, j'ai envie de faire quelque chose qui va marquer le monde, quelque chose qui va marquer l'histoire, qui va peut-être aider les gens ou faire quelque chose de, je sais pas, quelque chose de grand. Aujourd'hui, je suis du développement informatique, donc je développe notamment des applications web. Pourquoi j'ai fait ce cheminement-là, ça peut paraître vraiment pas du tout lié par rapport à ce que Juliette présente précédemment. Mais en fin de compte, du coup, comme je voulais faire un métier qui était, je ne sais pas comment dire, un métier qui était important et qui avait de l'impact,
Et en fait, quand on est jeune, on n'est pas ouvert aussi à beaucoup de métiers. Et du coup, ce que je pouvais voir, quelque chose qui pouvait peut-être aider les personnes, etc., c'était plus ce qui était médecin ou chercheur ou quelque chose comme ça. C'est souvent Et ce qu'on imagine dans les ouais. métiers de l'aide ou les métiers Et plus de la finalement, clinique. c'est pas du tout les matières qui me plaisaient en réalité. Donc, c'est pas ce vers quoi je me suis orientée. Et en Du coup, réalité, c'est étonnant ce que tu dis là parce que tu fais un métier qui paraît très scientifique et tu nous dis qu'en même temps, les métiers qui mènent à médecin, enfin, les métiers, oui. les matières qui mènent à médecin te plaisaient pas. Du coup, c'était pas les matières scientifiques qui t'attiraient le plus au collège et au lycée? Euh, non, pas particulièrement. Alors, j'aimais bien les maths, mais je dirais pas que j'aimais bien ni la SVT, ni la physique. D'accord. C'est pas particulièrement les matières qui m'attiraient. Alors, il y a ce qui est scientifique et il y a ce qui est technique. Donc, pour devenir informaticien, en général, on fait plus des matières, on va dire, techniques, Ouais. qui sont voilà. Et scientifique, c'est tout ce qui est sciences, physique, etc. Et donc, du coup, j'ai atterri dans ce métier-là parce que, en fait, j'aimais bien tout ce qui était attrait un peu à la création, tout ce qui était, j'aimais bien écrire quand j'étais plus jeune, j'aimais bien dessiner, surtout on n'avait pas autant Internet que ça quand on était jeune, donc il fallait bien s'occuper. Et en fin de compte, le fait de faire du développement web, c'est un métier qui est créatif parce que dans le cheminement, on part vraiment de rien du tout. On crée quelque chose et ensuite on arrive à un résultat final qui est visuel en plus de ça. Oui, c'est vrai et ça, c'est très intéressant de le voir comme ça aussi, ces métiers du développement. En fait, c'est des métiers qui sont très créatifs et on peut arriver au métier du développement parce qu'on aime bien écrire, parce qu'on aime bien les matières plus littéraires en réalité. Ça a du sens de s'orienter Mm. vers ces métiers-là avec ses passions quand on est jeune. Et, ouais, et il faut préciser aussi que pour le métier de Juliette et le mien, on est donc UX designer et développeur. C'est vraiment ouvert sur beaucoup de domaines. Donc, il ne faut pas se penser que ce métier-là est réservé à un seul domaine et qu'on va être cantonné dans celui-là. En fait, il y a tellement de domaines, le digital, c'est tellement vaste Oui. maintenant qu'on peut travailler dans beaucoup de types d'entreprises différents, que ça soit la santé, l'humanitaire, l'éducation ou quelque chose de peut-être plus, je ne sais pas quelles sont les passions des gens aujourd'hui, mais en réalité, on peut vraiment s'orienter sur beaucoup de domaines. Ouais, et c'est vrai que ça, c'est super intéressant parce que je suppose que si on refaisait un live métier dans 30 ans, ça se trouve, vous seriez passé par des secteurs d'activité hyper différents et du coup, on peut toujours se renouveler quand on est dans un métier du numérique, on peut toujours découvrir des nouveaux domaines d'activité. Déjà, l'exemple que tu donnais, Juliette, tout à l'heure, d'avoir travaillé chez My Little Paris avant et maintenant d'être chez Finastra qui est plutôt Oui, sur des produits bancaires, ça a rien à voir en soi. Donc, ouais, ouais. ça doit être passionnant de... Justement, ouais, j'ai fait pas mal de secteurs différents. J'ai commencé par une agence digitale qui faisait que des sites web, mais pour des clients différents. Donc, du coup, on pouvait faire des contenus assez variés. C'était pas que pour un seul client. Et après, j'ai bossé dans une agence de publicité, justement. Donc, je faisais tout ce qui était contenu, réseaux sociaux, tout ce qui était emailing, donc tous les emails de publicité que vous recevez et qui ne sont pas forcément désirés. Ben voilà, des choses comme ça. Et après, j'ai travaillé aussi du coup pour un seul client, donc My Little Paris, à Paris du coup. Et là, c'était complètement différent et c'était vraiment dans un autre domaine qui était beaucoup plus du type e-commerce, où on va vendre des choses, dans un peu d'événementiel, etc. Donc voilà. Et maintenant, la finance. Donc oui, c'est très bien ce qu'a dit Francine. On peut travailler dans absolument tous les domaines, en fait. Ouais, ça, c'est super pour... surtout, je pense que si on est curieux, si on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire comme métier plus tard,
au final, s'orienter vers des métiers comme les vôtres, ça permet de garder cette ouverture pour plus tard, au moins dans les secteurs d'activité dans lesquels on va travailler. Super. Et bien justement, du coup, je voulais maintenant voir avec vous quel était votre parcours en fait avant d'arriver chez Finastra, notamment les études que vous avez pu faire et vos précédentes expériences professionnelles. Du coup, peut-être justement, Juliette, vu que tu as commencé à en parler, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors juste avant, on a juste, excuse-moi Juliette, on a juste une première question Ah. de Laurent qui demande du coup plutôt à Francine. Il demande est-ce que ça veut dire que le développement, c'est un petit peu comme une histoire que l'on raconte? C'est beau. Très philosophique. Alors, c'est un peu comme une histoire qu'on raconte, oui, mais par contre, il va falloir rentrer très, très en détail dans l'histoire. Oui, parce qu'il ne faut pas louper une virgule, sinon il n'y a plus rien qui apparaît à l'écran, c'est ça? Mais du coup, il faut découper, en fait, on va dire, si c'est une histoire, on va dire, par exemple, une action qu'on veut faire, il faut vraiment découper cette action et voir en détail chacune des étapes. Donc, on ne peut pas dire juste afficher l'écran et ça va afficher l'écran. Il faut vraiment écrire en détail tout ça. Après, si on veut le simplifier, on le met dans une fonction qui ensuite pourra juste afficher l'écran et être réutilisé par la suite. Ouais, donc une histoire très, très, très détaillée. Très détaillée. Ok, merci Francine et merci Laurent pour ta question. On apprécie le côté littéraire. Du coup, Juliette, si tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Oui, alors j'ai fait un bac littéraire. Après ça, donc comme je vous l'ai dit à ce moment-là, j'avais vraiment en tête de travailler dans la publicité et j'avais vu que la voie publique pour le faire, c'était de passer par une mise à niveau en art appliqué, puisque je venais d'un bac général. Il me fallait des bases en art. Donc on appelle ça art appliqué parce que ça va être appliqué au métier en fait. Ça va pas être juste les beaux-arts, savoir bien peindre. Ça va être aussi savoir appliquer ça à des métiers de la mode, de la publicité, etc., du graphisme, de l'édition aussi, créer des magazines, etc. Du coup, vu que c'est public et qu'il n'y avait pas beaucoup de place, j'ai pas été prise après le bac. Je n'avais que 3 vœux. C'est des Donc, choses qui j'ai fait arrivent un an. malheureusement, ouais. Il faut retrouver des solutions de secours dans ces moments-là. Donc, j'ai fait un an en fac en lettres modernes appliquées. Donc, ça suivait un peu mon bac. Donc, j'ai pris ça par défaut. Mais je voulais quand même mis là pour que vous ayez conscience qu'on peut passer par d'autres chemins, que c'est pas obligé de ne pas se tromper. On peut voilà, faire pas des erreurs, mais des détours. Voilà. Euh, Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un chemin tout droit pour arriver à un métier. On peut y arriver par des moyens détournés. Oui, Et ça, voilà. c'est super aussi. Donc, après ça, c'était vraiment le parcours classique pour arriver à ce métier. Donc, la MANA, comme j'ai dit, ensuite un BTS en 2 ans, une licence pro pendant laquelle j'ai fait du coup un stage pendant un an. Et j'ai fini quand même par un master à Sud de Pub, voilà, parce que moi j'avais envie de creuser un peu plus cette voie digitale, puisque j'étais pas allée là-dedans dès le départ. Donc voilà, c'est tout à fait possible au cours d'un parcours de le faire évoluer. Et j'étais partie dans la pub et l'édition, et au final, voilà, je me suis réorientée moi-même vers du digital, et voilà. Oui, et puis ça a pu se faire, on va dire, de manière assez fluide tout au long Ouais, de voilà. tes études. Ah oui, tout à fait, ouais. Parce qu'en même temps, c'est vrai que tu gardes ce côté créativité. Donc, je pense que ouais, tout ce que tu as appris pendant ton BTS et ta licence, tu l'appliques de toute façon maintenant dans la création digitale. Oui, alors bon, après, il y a forcément des écoles ou des formations qui sont moins bonnes que les autres.
Moi, je dirais que, bon, selon mon expérience, c'était le master qui m'a vraiment beaucoup plus apporté. Et notamment parce que j'avais un stage de 6 mois à faire. Moi, j'ai choisi de le faire à Londres parce que je voulais une expérience à l'étranger, apprendre à parler anglais. J'étais nulle. Donc ça aussi, je vous le dis, si vous voulez faire une expérience à l'étranger mais que vous êtes nul en anglais, c'est possible. Je l'ai fait. On peut J'ai arriver dans le pays sans parler beaucoup Ah de oui, mots oui. et ça fonctionne. Ah oui, oui, je comprenais rien. Donc, on se débrouille avec les mots qu'on connaît. On parle même avec les mains au début. Et après, ça m'a pris, allez, 6 mois, 1 an pour bien parler. Et après, maintenant, je suis bilingue. Et, voilà, quoi, c'est super. Donc, ça, j'encourage, s'ils peuvent aller à l'étranger à un moment donné, pendant les études, c'est vraiment à faire. Je suis complètement d'accord avec toi parce que moi, j'ai fait la même chose à 18 ans. Je suis partie 2 mois en tant que babysitter aux États-Unis. Avant, j'avais franchement pas des bonnes notes en anglais. Et au final, en 2 mois, ça a suffi pour que je m'améliore énormément. Je suis pas devenue la plus grande bilingue du monde. Vous l'avez vu quand j'ai essayé de prononcer le nom en anglais du métier de Francine. Mais ça aide effectivement beaucoup. Et puis, ça permet de s'ouvrir aussi à d'autres cultures, d'autres modes de fonctionnement. Donc, c'est vrai que c'est top Mm. là-dessus. Mm. Oui. Du coup, effectivement, si vous le pouvez dans vos études, essayez d'aller à l'étranger. En plus, maintenant, il y a plein de formations où on peut faire soit des années de césure pour partir en stage à l'étranger, ou c'est même prévu carrément dans le cursus de certaines universités ou certaines écoles de partir 1 an dans une fac à l'étranger. Donc, c'est toujours hyper intéressant, hyper riche de pouvoir faire ça. Yes. Et surtout qu'il ne faut pas négliger l'anglais, puisque dans nos deux métiers et dans plein d'autres métiers d'ailleurs, on le parle tout le temps, hein. Nous, on est une boîte internationale, donc on a des meetings sans arrêt en anglais avec d'autres équipes dans le monde. Et c'était vraiment un requis quand on est embauché dans cette entreprise de savoir très bien parler anglais. Alors que bon, de base, designer ou développeur, non. Enfin, dans nos cours, on a un peu d'anglais, mais c'est pas ce qui prime. Et voilà, donc ça, c'est vrai qu'il ne faut pas le négliger, je pense. Surtout en ce moment, enfin, plus ça va, plus tout devient anglais et tous les termes sont anglais un peu partout, quoi. Oui, oui, parce que c'est ça, même en travaillant en France avec des clients français, il y a de plus en plus de termes anglais qui viennent Mm. se glisser dans les métiers et dans le vocabulaire technique lié aux différents métiers. Donc, c'est vrai que c'est une matière quand même assez importante à travailler. Bah, super, merci beaucoup Juliette. Et toi, du coup, Francine, c'était quoi ton parcours avant d'en arriver là? Ouais, alors moi j'ai fait le parcours type, je pense, mais il faut souligner que d'autres personnes peuvent faire d'autres parcours. Donc, comme je l'ai dit précédemment, comme je ne savais pas exactement ce que je voulais faire plus tard, j'ai fait en sorte de faire au début un parcours qui vraiment allait être très ouvert pour que je puisse à n'importe quel moment m'orienter vers la voie que je voulais. Donc, j'ai fait un bac scientifique, pas par passion des sciences, mais vraiment juste parce que j'avais les capacités et qu'on m'a dit, fais un bac scientifique, dans ce cas-là, tu pourras faire ce que tu veux. T'aurais fait un autre bac si ça avait tenu qu'à toi? Ah non, j'avais aucune idée, mais Aucune par idée. contre, je me rappelle qu'au moment où j'allais choisir le bac, j'avais l'impression que je jouais ma vie. Je me Ah oui. disais, ah, si je fais un bac L, comment je vais faire si après je veux changer, ou si je fais un bac ES, comment je vais faire. Du coup, finalement, j'ai fait S parce qu'on m'a dit, bah, avec un bac S, tu pourras faire ce que tu veux. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a encore ces filières-là maintenant dans le bac, c'est un peu Et différent. non, effectivement, ça a changé maintenant. Donc, c'est vrai que les élèves sont confrontés à un tout nouveau système. Ils doivent choisir des majeurs, mais on retrouve quand même certaines grandes lignes, effectivement. Mais sachant que, en fin de compte, alors il n'y a vraiment rien de définitif dans les études parce que plus tard, quand j'étais en école, donc j'ai fait le bac et après j'ai fait la prépa. La prépa, pareil, mais qui reste quand même orientée vers tout ce qui est scientifique technique. Donc la prépa, Ouais. c'était chimie, physique, maths, optique, tous ces domaines-là. Donc vraiment très large, mais plus orienté dans le domaine scientifique. Oui. Et ensuite, école d'ingénieur. Et par contre, quand j'étais en école d'ingénieur, il y a des gens qui étaient dans ma classe
Il y en avait qui avaient fait des bacs STI, il y en avait qui avaient fait des bacs STG, il y en avait qui n'avaient pas fait la prépa mais qui avaient fait un DUT, il y en a d'autres qui ont fait des BTS. Donc, en fin de compte, vraiment, avant d'aller jusqu'à une école d'ingénieur, et encore, on n'est pas forcément obligé d'avoir fait une école d'ingénieur pour être informaticien, on peut faire un master ou il y a même des gens qui sont autodidactes. Et avant d'arriver jusqu'au diplôme, en fin de compte, il y a plusieurs parcours qui se rejoignent. Après, il faut voir si vraiment le domaine intéresse et si on est prêt à s'investir pour la formation. Oui, c'est ça, il n'y a pas qu'une seule voie possible. Et puis, c'est vrai que des fois, quand on commence un BTS, on pense qu'on va vouloir arrêter au bout des 2 ans, alors qu'une fois qu'on est dedans, on se dit, ah non, en fait, ça me plaît bien, ça, je voudrais continuer, mais en affinant plutôt cette voie-là ou cette voie-là. Et c'est intéressant, et je pense que c'est peut-être aussi ça qui fait la richesse de ce type de métier, c'est d'avoir des profils variés qui viennent de différentes formations, de différents secteurs. En réalité, surtout dans le monde du développement, il y a aussi beaucoup d'autodidactes. Donc, il y a même des gens qui n'ont fait aucune formation, mais qui ont appris sur le tas et qui sont tellement passionnés qu'ils sont même plus forts que tous ceux qui ont des diplômes sur leur CV. Donc, en fin de compte, vraiment, c'est l'énergie qu'on est prêt à mettre dedans pour apprendre. Ouais. Et il faut vraiment, la formation, c'est pas quelque chose de restrictif. Il ne faut pas penser que faire une formation, parce que peut-être j'ai pas fait un bac S, je ne peux pas faire dev, ou j'ai pas fait la prépa, donc je ne peux pas aller en école d'ingénieur. En fin de compte, non, il n'y a aucun parcours qui est définitif et on peut toujours se réorienter. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant, ce côté, donc, ce que tu disais, autodidacte. Autodidacte, c'est quand on se forme soi-même. Et alors, je ne sais pas si parmi les élèves qui sont connectés aujourd'hui, il y en a qui le font, mais on en a régulièrement qui participent à nos lives, qui déjà apprennent à coder, en fait, parce que déjà à l'école, maintenant, on l'apprend de plus en plus. Et eux, ils continuent à la maison pour apprendre de leur côté, ce qui fait que je pense qu'on prend de l'avance en faisant ça dès le plus jeune âge, en fait. Et pour parler de quelque chose qui est encore complètement différent, moi, quand j'ai fait mon diplôme d'ingénieur, j'étais en apprentissage donc chez PSA Peugeot Citroën. On était plutôt moi, j'étais dans la recherche et il n'y avait vraiment pas d'informaticien. Et du coup, j'étais en train de me demander est-ce que c'est vraiment le métier que j'avais envie de faire. Et je m'étais même intéressée à une formation pour pouvoir devenir prof. D'accord. Et finalement, en fait, comme par exemple, on a fait un diplôme d'ingénieur informatique, et si jamais ça ne nous plaît plus, on peut faire 1 an et puis passer le CAPES et devenir prof. C'est vrai. Oui, donc il y a toujours possibilité de changer de voie, d'évoluer si on a envie de découvrir autre chose, en fait. Et d'ailleurs, tu évoquais quelque chose, justement, je trouve, sur ce côté autodidacte. Il doit y avoir aussi un aspect assez important dans vos métiers de se former tout le temps parce que ça bouge en permanence sur vos métiers, les logiciels qui sont utilisés, les langages informatiques utilisés. Vous prenez le temps de vous former, vous, de votre côté, vous arrivez parce que vous avez des journées quand même assez chargées. Moi, je veux parler d'abord pour moi. En vrai, on n'a pas le choix. Je dirais qu'on n'est jamais confortable parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à développer, des nouvelles choses à faire, des domaines qui sont différents. Donc, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Donc, je dirais qu'en même temps que je travaille, je me forme en réalité. Oui, c'est de la formation sur le tas, comme on dit, de la formation pendant que tu travailles, tu apprends des nouvelles choses. Je pense que ça recoupe aussi ce que tu nous disais tout à l'heure sur ces communautés de développeurs. En fait, vous vous formez les uns les autres sur les nouveautés. On s'aide les uns les autres. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai été embauchée chez Finastra, parce qu'en fait, ça fait 5 ans que je suis diplômée et que je suis dans la boîte, quand j'ai été embauchée chez Finastra, je ne faisais pas du tout du développement web. Donc, les autres choses que je faisais avant, ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait en entreprise. Et quand je suis arrivée, j'ai dû me former effectivement sur... C'est pas parce que j'avais le diplôme qu'en fait, j'étais opérationnelle directement. Et c'est vrai que ça, c'est super intéressant parce que tout à l'heure, on a parlé du fait qu'on pouvait aller d'entreprise en entreprise et découvrir plein de secteurs d'activité différents grâce au métier du numérique. Mais ce que tu dis là aussi, c'est hyper vrai, c'est qu'au sein même d'une entreprise, en fait, on peut changer de métier et du coup faire des choses complètement différentes. Donc, entre ce que tu faisais il y a 5 ans et aujourd'hui, ça n'a rien à voir, quoi. C'est ça. Et ça, c'est bien aussi de pouvoir bouger, changer et toujours apprendre des nouvelles choses. Et en design, c'est pareil, hein. Vraiment,
c'est tout le temps apprendre des nouvelles choses. Là, quand j'ai été engagée, pareil, chez Finastra, j'avais jamais fait de design system. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment dans l'entreprise. J'ai dû, pareil, apprendre aussi sur le tas, les logiciels utilisés. Là, on est encore en train de changer. On a changé en cours de D'accord. route. Donc, il faut réapprendre à réutiliser tout un nouveau logiciel de création parce que oui, ça évolue tout le temps, que ce soit les méthodes comme les outils. Donc, voilà, ouais, ça En fait, évolue. c'est vrai que la compétence principale à avoir maintenant dans le monde professionnel, j'ai l'impression, c'est apprendre à apprendre. Ah oui, c'est vrai. Toujours être en Et, capacité de se renouveler. et justement, par rapport à ça, on a une nouvelle question de Laurent. Donc, Francine, pardon. Tu nous parlais des autodidactes. Et du coup, il y a Laurent qui demandait s'il était possible, lorsqu'on est autodidacte, de passer un diplôme plus tard dans sa vie ou de se servir de ce qu'on a pu apprendre dans les universités. Alors oui, c'est possible. Il y a des formations qui sont plus courtes, qui permettent d'avoir une équivalence, on va dire. Et il y a aussi des écoles je ne sais pas si vous connaissez l'école 42 de Xavier Niel, par exemple, qui est très connue pour devenir développeur et qui justement ne nécessite aucun prérequis, donc pas de prérequis ni dans son passé, dans sa formation, pardon. Oui, de diplôme C'est ça, particulier. n'importe qui peut y aller. Et ensuite, par contre, c'est une formation qui est très intensive. Donc, il faut vraiment être sûr de pouvoir, d'avoir envie de s'investir à l'intérieur. Donc, il y a des formations plus courtes qu'on peut faire pour passer des équivalents, etc. Après, j'imagine, ça, je ne suis pas très bien renseignée sur ça, j'imagine qu'il y a peut-être des diplômes qu'on peut passer en candidat libre, mais je ne suis pas très bien renseignée dessus. Oui, et puis c'est vrai qu'au final, les métiers du numérique, là, on a parlé des métiers plutôt de bac+5, mais il y a déjà des bacs professionnels comme le bac pro système numérique qui permet de s'orienter vers ces métiers-là. Donc, c'est vrai qu'il est accessible en fait à tous les niveaux d'études. Enfin, ce secteur d'activité est accessible à tous les niveaux d'études. Et j'ai oublié de dire aussi qu'il y a des formations en ligne, donc c'est des vidéos qu'on regarde et après il y a des tests, etc., qui délivrent aussi des certifications. Oui, c'est vrai. On parle de MOOC, donc MOOC souvent. Où on peut suivre ce type de formation pour se former, par exemple, à certains langages informatiques. Je me rends compte que j'ai laissé le temps filer, donc je vais aborder rapidement avec vous la question des idées reçues qu'on peut se faire sur vos métiers, avant que vous nous présentiez quand même un peu plus dans le détail comment on construit une application. Donc, on ne va pas prendre longtemps, mais juste, est-ce que pour vous, il y a des idées reçues sur vos deux métiers ou pas? Bah, Juliette, par exemple, pour commencer, Oui, à toi oui, l'honneur. oui. J'attendais que ça charge. Allez. Ah oui, le temps que ma page apparaisse. Euh, oui, bah alors rapidement, le cliché du web designer, c'est le hipster, le mec cool, voilà, qui n'est jamais sans son MacBook, donc tout ce qui est produit Apple, mobile Apple, ordinateur Apple, et ça c'est vrai. Moi-même, je ne peux pas vivre sans ça. Et Promis, il n'y a pas de sponsorisation. j'aimerais bien. Et, et sinon, bah voilà, tout ce qui est cliché de, bah, du coup, on est designer, donc on est un artiste, donc on peint ou on sait très bien dessiner, alors qu'il n'y a pas besoin de savoir très bien dessiner pour être designer, parce qu'au final, les outils qu'on utilise, c'est numérique, enfin en tout cas en digital, tout ce qui est logiciel, Photoshop, Illustrator, tout ça. Ça nous permet, voilà, de faire des super trucs sans savoir nous-mêmes à la main dessiner comme de grands artistes. Hmm. Et après, les clichés sur le fait que si on est en freelance, donc on travaille à notre compte pour nous, tout seul, que c'est trop cher ce qu'on demande parce que les gens ne comprennent pas que créer un logo, ça prend du temps, il y a des étapes, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Et eux, ils voient juste un dessin et se disent Oui. ah, autant juste pour ça. Donc voilà, il y a quelques petits
points négatifs comme ça. Moi, c'est notamment pour ça que je préfère être en entreprise, pour éviter tous ces problèmes avec les clients. En fait, on en vient à faire plusieurs métiers où on doit Oui. négocier, etc. Et Oui, on doit être un petit peu commercial, on doit être son voilà, propre comptable. C'est ça, du coup, pour précision, ceux qui connaissent pas, freelance, en fait, c'est les personnes qui sont pas salariées directement d'une entreprise, mais qui travaillent à leur compte, qui sont leurs propres patrons. Donc, ça peut avoir ses avantages, mais c'est vrai que c'est aussi, du coup, beaucoup de difficultés à gérer en direct, comme vient de nous l'exposer Juliette. voilà. Super, bah merci Juliette. Et toi, Francine, du coup, tu nous as mis une très belle image de South Park. Ça te ressemble pas trop quand même, hein. J'espère. Bah, c'est vrai que très souvent, on a l'image du geek avec ses lunettes, voilà, un peu grassouillé parce qu'il bouge pas de sa chaise et qui reste derrière son écran toute la journée. Donc, bah, j'espère que quand vous me voyez, vous pensez que je ne suis pas cette image. Autre chose, c'est que souvent, quand je dis que je fais de l'informatique, on va me dire ah, tiens, j'ai un problème avec mon imprimante, est-ce que tu peux m'aider à la réparer? Ou j'arrive pas à connecter mon écran sur mon ordinateur. Sauf qu'en fait, c'est pas mon métier. L'informatique, c'est vraiment très vaste, hein, et encore, quand on dit Ouais. développeur, c'est vraiment un petit domaine de l'informatique. Et développeur, il y a même encore plein d'autres domaines à l'intérieur. Mais tout ce qui est réparation, service informatique, c'est pas ce que je fais. Pareil sur tout ce qui est t'es développeur, donc forcément, tu peux tout hacker. Non, ça pareil, ça pareil, c'est peut-être des développeurs qui le font, mais c'est des développeurs qui sont spécialisés sur tout ce qui est sécurité. Oui, c'est ça. Donc, c'est une branche encore à part. Et le dernier point, c'est que l'informatique, c'est un domaine purement masculin, donc que c'est réservé aux hommes. Donc, c'est vrai que pendant ma formation et quand je suis arrivée dans l'entreprise, il y avait très peu de femmes. Et j'ai l'impression que ça a plus tendance à changer maintenant. Et d'ailleurs, c'est peut-être un cliché qui est plus français, je ne sais pas dans les autres pays, mais je sais qu'en Roumanie, par exemple, Mhm. avec les équipes avec lesquelles on travaille, il y a beaucoup plus De de femmes. pourcentage de femmes que nous en France. En tout cas, vous en êtes la preuve toutes les deux que c'est un métier qui est ouvert aux femmes. Et je pense qu'en plus, les entreprises, elles sont carrément preneuses d'avoir plus de mixité dans ces métiers-là. Donc, si vous êtes des jeunes filles qui nous écoutez, n'hésitez pas, vous serez plus que les bienvenus dans ces filières d'études et dans ces entreprises plus tard. Alors, on a pas mal de réactions et quelques questions dans le chat. On a notamment Noré qui nous demande si vous êtes rémunéré normalement. Est-ce que vous êtes en capacité de nous dire un peu une fourchette de salaire peut-être au démarrage sur vos métiers? Alors, dans le développement informatique, il faut, sans rien cacher, c'est un métier qui est bien payé par rapport à d'autres domaines. Donc, encore une fois, ça dépend de la structure, du domaine de l'entreprise dans lequel on va aller. Mais pour quelqu'un qui vient juste d'être diplômé et qui va commencer à chercher du travail, la fourchette, ça serait entre 35 et 45 brut. 35 et 45 000 annuels bruts. Ouais. Et du coup, tu peux nous dire par mois à peu près combien ça fait parce que c'est souvent un peu plus parlant. Ça fait un peu plus de 2000 euros, c'est ça, par mois? Ouais, je pense. Il faut convertir et après, il faut mettre, il faut le mettre en net et après, il faut retirer les impôts. Donc, Vous découvrirez tout ça plus tard. C'est toujours super, ces moments-là. Quand quand on je dis entre essaye. 35 et 45, c'est pas ce qu'on a dans la poche à la fin de l'année, hein. C'est vraiment ce que déclare l'entreprise, mais à la fin, on est pas mal taxé dessus. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres domaines, en tout cas, le développement informatique, on est bien payé. Et après, ça dépend vraiment, par exemple, une start-up, et encore, ça dépend dans quel domaine est la start-up, mais ça dépend. Voilà. Très bien. Oui, bah, au niveau design, c'est à peu près pareil. Je dirais qu'on commence avec moins. Moi, au début, mes premiers boulots, j'ai commencé à 1006, donc vraiment très bas. Les premières expériences. Et après, le conseil que je donne, c'est qu'il faut savoir changer d'entreprise très vite, parce que c'est comme ça qu'on augmente le salaire, en fait. Donc, j'imagine, peu importe le milieu,
Voilà, c'est un conseil. Ne pas rester des années dès qu'on arrive quelque part parce que personne n'augmente beaucoup une personne qui est déjà là. Donc, il faut changer de job pour avoir un meilleur salaire. Et c'est vrai qu'après, les domaines aussi, là, dans la finance, par exemple, bah oui, on ne va pas se mentir, ça paye très bien, Oui. même un designer. Donc, voilà, on peut très bien gagner sa vie avec Super. le métier. C'est toujours bon à prendre parce que déjà que vos métiers ont l'air passionnants, si en plus ils sont bien payés, je vois peu d'aspects négatifs quand même. Mathéo, faudrait peut-être qu'on en discute, qu'on change de voie. Après, les montants qu'on donne, enfin moi, les montants que je donne, c'était par rapport à ma sortie d'école il y a 5 ans. Oui. Donc, le monde du marché a évolué encore, donc il faudrait revoir les chiffres d'aujourd'hui. C'est ça, ça peut toujours bouger, mais en tout cas, c'est vrai que dans l'idée, je pense que ça reste des métiers qui sont assez bien payés parce que c'est des métiers qui sont très recherchés. Mhm. Et alors là, du coup, maintenant, ça va être horrible ce que je vais vous demander est très frustrant. On n'a plus beaucoup de temps, mais l'idée, c'était quand même que vous puissiez nous présenter comment s'organise la création d'une application. Je vais vous demander d'être hyper synthétique, désolée par avance, mais l'idée, c'est que vous puissiez reprendre un projet que vous avez mené ensemble et nous le présenter dans les grandes lignes, voir à quel moment vous intervenez chacune d'entre vous. Oui, ben, du coup, je vais faire la partie en amont. Donc, d'abord, quand on a un projet, donc ça va être une demande pour créer n'importe quoi, une application, un dashboard, un site, voilà. Il y a la phase de Moi, Juliette, recherche. c'est quoi un dashboard? Alors, dashboard, en finance, en fait, ça va être vraiment cet écran où on va avoir plusieurs éléments qui vont, des tableaux un peu, qui vont nous indiquer différentes informations. Donc, ça va pas être une page de site simple avec juste du texte et des photos. Ça va être vraiment quelque chose d'interactif aussi où on va pouvoir utiliser comment dire, modifier cette plateforme, donc Plein cette d'éléments, page, ouais. et travailler dessus pour avoir ses comptes, enfin voilà, la modifier telle que l'on veut. Très bien. Du coup, ouais, j'essaie d'expliquer en termes très simplifiés, c'est pas Oui. évident. Du coup, voilà, au tout début, c'est le brainstorming, donc étudier ce qui se fait ailleurs pour pouvoir soit s'en inspirer, soit au contraire être voilà, différent, se démarquer. Ensuite, il y aura toutes les étapes de première maquette, de première réalisation qui sont faites, donc, comme vous pouvez le voir là sur l'écran, avec des éléments très simplifiés. Ça peut être même encore plus simplifié que ça, avec juste des carrés au début pour dire, bah là, en haut, dans la partie haute de la page, on aura cette présentation. Ensuite, on aura des éléments pour les comptes. Ensuite, on aura ça, voilà. Et pendant toute cette période, on travaille ensemble avec Francine hein, pour toujours, elle commence dès le départ aussi son travail de développement, puisque dès qu'elle a les bases, etc., elle peut commencer à travailler. Donc voilà, ensuite c'est ensemble, mais je te laisse finir si tu veux, Francine, le processus. Alors du coup, Super. une fois que le design, donc c'est la page qui a été, le visuel qui a été créé et transmis aux développeurs, on peut faire ce qu'on appelle l'implémentation. Donc c'est vraiment coder la page. Dans cette phase d'implémentation, on se connecte aussi aux données réelles, aux bases de données pour pouvoir afficher les données réelles dans l'application. Parce que souvent, les designs sont faits avec des données dans un monde idéal où souvent c'est très joli, etc. Et parfois, quand on se connecte aux données réelles, comme l'équipe qui se charge de fournir les données aussi est en train d'avancer, bah, parfois, en fait, on se retrouve avec des écrans qui ont moins de contenu que ce qui a été designé. On se D'accord. charge aussi de faire tout ce qui est test pour s'assurer de la qualité de l'application qui sera délivrée et ensuite le déploiement. Et une fois que l'application elle est déployée, elle peut être testée par les utilisateurs. Les utilisateurs, si jamais ils remontent un bug, ça revient dans le développement pour qu'on le corrige rapidement, qu'on le redéploie, etc., et que ça revienne chez eux. Ou alors parfois, c'est complètement l'expérience qui a repensé, où ils vont dire ah ben en fait finalement c'est peut-être plus intuitif de faire comme ça,
Et dans ce cas-là, ça revient au design qui va refaire une nouvelle itération de design avant d'être implémenté et redonné à être testé chez les utilisateurs. Donc là, les deux métiers qu'on présente, c'est surtout ce qui touche beaucoup à ce qui va être visuel, mais il faut savoir qu'il y a d'autres profils qui interviennent tout au long de ces processus, que ce soit des architectes, des personnes qui sont plus business, en fait, qui vont connaître davantage le métier, qui vont parler avec le client et qui vont nous aider sur l'aspect financier, ou des personnes qui se chargent de la qualité. Il y a des personnes aussi qui nous aident aussi pour toutes les phases de déploiement, etc. Donc, il y a vraiment... En fait, vous êtes une grande équipe, quoi. Vous n'êtes pas que toutes les deux pour développer cette application. C'est ça. Là, on a les deux métiers qui vraiment touchent à l'aspect visuel, mais derrière, il y a aussi beaucoup d'autres métiers. Super. Et c'est vrai que c'est des projets qui sont au final complexes pour avoir bien tous les éléments différents. Ça a une masse d'informations assez importante. Et je pense que ça fait lien avec ce que vous aviez dit aussi au tout début sur ces réunions de début de journée qui sont hyper importantes pour bien que tout le monde ait l'information et qu'on s'y perde pas. Et du coup, je crois que vous aviez justement un exemple de ce processus quand il arrive au bout d'une application dans son rendu final, c'est bien ça? Voilà, donc là, du coup, on a la page qui s'affiche et ça, Oui, c'est l'application qui fait exemple de dashboard, justement. Ah, c'est un dashboard, ok. Oui, Super. financier avec tous les éléments bancaires, on va dire. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup. On a dépassé un petit peu, désolé tout le monde. On avait aussi commencé un petit peu en retard, donc on a tenu notre temps, on va dire. Merci beaucoup, Juliette et Francine, pour cette présentation. C'était hyper clair, hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu à toutes et à tous. N'hésitez pas, Mathéo va vous mettre dans le chat le lien vers un questionnaire de satisfaction pour savoir voilà, ce qui vous a plu, pas plu, est-ce qu'il y avait des éléments que vous voudriez voir pour nos prochains live métiers. Nous, on vous donne rendez-vous dès demain pour un autre live métier et la semaine prochaine de nouveau. On vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci. Merci Et à encore vous. merci Juliette et Francine. Merci. Et Mathéo.